Nous avons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Pierre Arignon, professeur d'histoire médiévale, spécialiste de Byzance, mais aussi spécialiste de la Russie médiévale, pour nous parler de la civilisation byzantine. Mais auparavant, je voudrais signaler un ouvrage qu'il vient de préfacer, un ouvrage d'Alexandre Volkonsky, Ukraine, la vérité historique. C'est un ouvrage paru aux éditions des Sirtes, qui est un ouvrage ancien, qui date des années 1920, quand il y a eu une première tentative d'indépendance de l'Ukraine, soutenue par l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Et dans le contexte actuel concernant les destinées de l'Ukraine et les relations entre l'Ukraine et la Russie, je conseille vivement à nos téléspectateurs de se reporter à cet ouvrage, car les analyses qui y sont présentées n'ont pas perdu une ride. Dans le même esprit, je signale également un ouvrage de Xavier Moreau, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Alors là, c'est un ouvrage tout à fait d'actualité, publié aux éditions du Rocher. Xavier Moreau, Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. C'est une analyse, là aussi, particulièrement utile par les temps qui courent. Et puisque nous parlons de la Russie, je signale également la dernière livraison de la nouvelle revue d'histoire du mois de septembre-octobre, le numéro 80, avec un dossier 1985-91, la fin de l'illusion soviétique. Vous trouverez d'ailleurs dans ce dossier des articles de Jean-Pierre Arignon que nous recevons aujourd'hui. Alors, Jean-Pierre Arignon, pourquoi parler de la civilisation byzantine en dehors d'un élément d'actualité que je signale aussi? Il va y avoir à Genève très prochainement une exposition dans laquelle seront présentées les collections byzantines qui sont conservées en Suisse et qui sont tout à fait remarquables. Mais fermons cette parenthèse d'actualité. Byzance, en fait, est resté un petit peu pour beaucoup de nos contemporains dans la culture française quelque chose d'assez marginal. Les médiévistes sont surtout consacrés évidemment à l'Occident latin. Les Lumières ont fait à Byzance une bien vilaine réputation, notamment Voltaire. Et le résultat, c'est que aujourd'hui, nous l'expliquiez tout à l'heure, nous allons manquer de spécialistes. Nous avons perdu récemment Gilbert Dagron. Alors heureusement, il en reste. Je pense notamment à Jean-Claude Chenet, par exemple. Mais il y a une véritable interrogation, une véritable inquiétude sur la pérennité des études byzantines en France. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul domaine en matière historiographique où des inquiétudes de ce genre peuvent apparaître. Alors, selon vous, Jean-Pierre Arignon, pourquoi ce manque d'intérêt ou ce défaut d'intérêt pour une civilisation majeure? Le monde byzantin, ça dure un millénaire. Cet empire romain d'Orient, il va prolonger le mythe romain, le mythe de l'empire jusqu'à la chute de Constantinople sous les coups des Turcs en 1453. Pourquoi ce moment, cette séquence essentielle de l'histoire de l'Europe, puisque Byzance, c'est un empire certes qui s'étend en Asie mineure, pendant un temps également en Orient, mais ça a été essentiellement au fil du temps un empire européen. Eh bien, pourquoi ce défaut d'intérêt pour Byzance, selon vous? Alors, selon moi, le mauvais sort qui a été fait à Byzance, comme vous l'avez fort justement dit, est lié à plusieurs éléments. Un premier élément, c'est un élément d'appréciation de l'histoire. On a défini, après la chute de l'Empire romain en 1453, ce qui subsistait en Orient, on l'a qualifié de bas empire. C'est la période du bas empire, et donc l'intérêt a été négatif, et cet intérêt négatif a été porté très longtemps par Voltaire et par d'autres. Et il faut attendre, très curieusement, le milieu du 19e siècle pour que, dans une pièce de théâtre de boulevard, il y ait une expression qui va faire florès, c'est Byzance, qui aujourd'hui est perçue comme le nec plus ultra d'une situation dans laquelle on est amené à participer. Eh bien, il faut attendre le milieu du 19e siècle pour que Byzance retrouve une sorte d'aura, connotation positive, connotation
expression d'ailleurs qui a été magnifiquement repris par qui? Eh bien par les fabricants de parfums, puisqu'il y a un parfum qui s'appelle Byzance, par à haute couture, qui a fait des collections Byzance, et qui montre que on a redonné au monde byzantin une aura qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Alors l'autre élément qui explique le désamour de Byzance, c'est que l'approche du monde byzantin est difficile. Elle est difficile, pourquoi? Elle est difficile d'abord parce que l'histoire de Byzance s'inscrit dans un héritage français. Le premier byzantiniste français, qui c'est? C'est Louis XIV. Ah bon? C'est Louis XIV qui a acheté tous les manuscrits qui font la gloire de la Bibliothèque de France aujourd'hui et qui fait que la France est un territoire pour les byzantinistes d'élection, car on peut travailler sur les manuscrits qui sont ici. Alors, le deuxième élément, c'est que l'approche de Byzance implique une bonne connaissance du grec, mais pas du grec classique, du grec byzantin, qui est quand même un grec, disons, évolué. Et surtout, l'approche de cette civilisation doit beaucoup aux études slaves. Et par conséquent, pour essayer de pénétrer au cœur de cette civilisation, vous le voyez, il faut, je dirais, maîtriser 3 espaces linguistiques. Le latin, parce qu'il y a, jusqu'à l'époque de Justinien, le Corpus Juris Civilis est en latin. Le grec, qui va être la langue officielle de l'Empire byzantin, disons dans sa grandeur du Xe, XIe siècle, et le monde slave. Dont il est l'excroissance, et comme il m'est souvent arrivé de le dire, et bien de même que la France a été considérée comme la fille aînée de l'Église catholique et romaine, et bien la Russie est la fille aînée de Constantinople. Alors je crois qu'on n'a pas précisé que notre ami Jean-Pierre Arignon était un fin linguiste. Je ne sais combien de langues vous parlez, en particulier dans la sphère slave, mais vous êtes professeur de russe ancien aussi, de j'ai traduit, j'ai traduit la chronique russe ancienne, la Povies Vlimenirliet, ce qu'on appelle la chronique des temps passés, et c'est-à-dire cette langue qui donne accès je dirais, à toute la culture historique, dans ce cas précis du monde russe, mais dans le cas aussi du monde bulgare et du monde serbe. Et donc, il est aujourd'hui très très difficile de s'intéresser au monde byzantin sans pouvoir, je dirais, accéder à la documentation directe, car nombre de ces textes, malheureusement, n'ont pas encore été édités. Oui. Donc il faut travailler sur le manuscrit lui-même, sans parler de traductions qui sont quand même relativement rares. Alors tout ce que vous nous dites apparaît assez inquiétant, parce que la tendance actuelle concernant les langues anciennes, on la connaît, hein, c'est leur disparition programmée grâce à des dirigeants tout à fait irresponsables. Donc la relève évidemment sera difficile à faire monter. On peut toujours apprendre des langues à 20 ans dans le supérieur, mais évidemment le vivier que fournissaient les études anciennes, l'étude des langues antiques à partir du lycée, il risque de se tarir très, très dangereusement. Hein. Tout à fait. Alors, cet empire qu'on va appeler l'empire byzantin, puisque Constantinople a été installé par Constantin au lieu où se dressait l'ancienne colonie grecque de Byzance, hein, à hauteur du Bosphore, cet empire byzantin qui s'étend donc sur 1000 ans, quelles sont en quelques mots les grandes étapes qui scandent son histoire? Comment pourrait-on survoler en quelque sorte ce millénaire pour nos téléspectateurs qui n'ont pas la familiarité avec ce monde-là? Alors je dirais qu'il y a une première phase qui va, disons, de la fondation, 330 si l'on veut, et que l'on peut porter jusqu'aux années 730, c'est-à-dire au début du 8e siècle. Cette première phase est dominée par quoi? Elle est dominée par un règne qui est le règne de Justinien. Ce règne de Justinien, 527-555, ce règne de Justinien est tout à fait important. Il est tout à fait important parce qu'il inscrit le monde, disons, la romanité orientale dans une continuité. Une continuité qui se manifeste comment?
Elle se manifeste d'abord par le droit. Le corpus juris civilis, ce fameux code de droit qui va être la base même de l'héritage juridique sur lequel le monde occidental va se construire. Et donc, en ce sens-là, nous aussi occidentaux, nous sommes une civilisation d'héritiers. Le deuxième élément qui est important, c'est la reconstitution du Mare Nostrum. Cette reconstitution du Mare Nostrum, d'une unité de la Méditerranée, et qui se traduit par la reconstruction des villes. Toute ville qui était reprise par les troupes de Justinien se voyait immédiatement ouvrir un chantier pour reconstituer quoi? Pour reconstituer les bâtiments de l'église et les bâtiments commerciaux autour de l'agora, qui devient le centre même. Donc une unité de civilisation. Et c'est cela qui est très très important. Jusqu'en 730, il y avait cette unité, c'est l'époque où la monnaie, c'est la monnaie d'or de l'Empire romain, le sou d'or qui est la monnaie dominante d'une part, et c'est l'époque où les évêques de Paris, au VIe siècle par exemple, sont des Syries. Et c'est l'époque où le commerce était si fort. Attendez, là, j'ai pas compris. Des Syriens. Des Syriens. Ah, des Syriens. Des Syriens, disons des gens qui appartenaient à la civilisation orientale, qui animaient le commerce. Et lorsque le roi de Bourgogne vient à Clermont, d'Auvergne, futur Clermont-Ferrand, Clermont d'Auvergne, il est accueilli par qui? Il est accueilli par une délégation qui quitte la ville de Clermont d'Auvergne pour chanter sa gloire en latin, en grec et en syriaque. Je crois qu'aujourd'hui, il serait difficile de faire la même opération. Et vous trouviez du vin de Syriens, voilà, et vous trouvez du vin de Gaza à Tours d'une façon naturelle et normale. Incroyable. Ce qui vous montre qu'il y avait là une reconstitution d'une unité que l'on doit à la première partie de l'époque byzantine. Alors la deuxième séquence. Avec la reconquête d'un certain nombre de territoires, il faut le rappeler, en Italie du Sud. Et puis reconquête de l'Italie, reconquête de l'Ifriqiya, la Tunisie, une partie de et l'alliance avec Clovis. Et c'est évidemment toute cette Occident qui retrouve son unité. La rupture va se faire quand? Eh bien, avec l'arrivée du monde musulman, la deuxième phase de l'époque byzantine, c'est une époque très très particulière que l'on appelle dans la langue des historiens la période de l'iconoclasme. Ça commence en 730, ça se termine en 843. Donc vous voyez un peu plus d'un siècle pendant lequel tout le monde, l'Empire byzantin, est totalement tourné vers sa survie. Sa survie parce qu'il est menacé de l'extérieur par des attaques répétitives d'une part des Bulgares qui ne sont pas encore convertis, qui sont païens, et de l'autre part des Arabes qui, eux, ont pour objectif de prendre la ville. Et ils marchent vers la ville, ce qui en grec se dit eis tin polin, ce qui a donné Istanbul. Incroyable. C'est-à-dire que le mot par lequel on va rebaptiser Constantinople est un terme grec, ce qui est assez extraordinaire. Oui, c'est vrai. Car ils allaient eis tin polin. Il fallait reprendre cette ville gardée de Dieu. Alors, donc c'est tout un symbole là-dessus. Alors, pendant cette période de l'iconoclasme, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui est essentiel? Alors, dans l'histoire byzantine, c'est extrêmement important. C'est d'abord le repliement de l'Empire. Là, l'Empire va abandonner, on peut dire, la partie occidentale, la Méditerranée occidentale. L'Empire se recadre sur ce que sont ses fondamentaux. Alors ces fondamentaux sont quoi? C'est d'abord la maîtrise absolue de la mer Noire. La mer Noire, lac byzantin. Ils vont s'arc-bouter sur cette mer Noire et ils vont la garder et la défendre jusqu'à la 4e croisade.
celle qui va détruire l'Empire byzantin lorsqu'il sera conquis par les Vénitiens, vous le savez, en 1204. En 1204. Alors, c'est un des aspects fondamentaux. Le deuxième élément qui est très important, c'est que l'Empire byzantin va se reconstituer, va s'affirmer autour d'un élément commun, capable de fédérer dans une lutte pour leur survie. Alors l'élément commun, c'est quoi? Eh bien, c'est le signe de la croix. Et ça, c'est très important. Le signe de la croix. L'Empire byzantin est un État chrétien. Et cet État chrétien, depuis le IIIe siècle, avait vu naître toute la Christologie. Tous les conciles œcuméniques, les fameux 7 saints conciles œcuméniques qui se mettent en place de 337 à 787, vous les voyez là, ont lieu en Orient. Et donc c'est en Orient que s'est définie la théologie chrétienne. Mais cette théologie a eu un autre inconvénient, c'est qu'elle a multiplié le culte des icônes. Et c'est très intéressant, car les icônes et le culte de l'icône a eu dans l'Empire des effets extraordinairement négatifs, en ce que chaque village ou chaque région se plaçait sous la protection d'un saint, et lorsque cette protection n'était pas efficace, lorsque le village était détruit par les raids musulmans, c'est qu'il n'avait pas choisi le bon saint, c'est que l'icône ne marchait pas. Et donc ça a eu un effet déstabilisant, ça a eu un effet de décomposition de l'Empire. Et c'est pour ça que de Constantinople et de la volonté de l'empereur Léon III l'Isorien, on va décider de développer une théologie qui repose sur le seul signe des chrétiens, la croix. Le signe de la croix, cette croix qui apporte en même temps la vie et la victoire. Cette croix, comme dit le psaume, vivifiante et victorieuse. Et donc la croix devient le symbole même de l'Empire byzantin. C'est à cette époque-là, pour la première fois, que les armées byzantines vont marcher avec sur leurs enseignes la croix du Christ qui doit donner la victoire et la vie. Et donc c'est autour de la croix que se reconstitue cet ensemble. Cet iconoclasme, vous le voyez, n'est pas, on ne peut pas le réduire à une volonté de déstabiliser le culte des icônes, mais il faut y voir dans l'iconoclasme, je dirais, une vision théologique et politique d'un signe capable de réunir la chrétienté orientale dans un ultime effort pour combattre le monde. Et cet effort a porté ses fruits. Les musulmans vont être rejetés de l'autre côté du mont Taurus, d'une part. Les chrétiens, l'Empire byzantin va reprendre sa marche en avant, sa dynamique, mais il va reprendre sa dynamique en s'appuyant sur quoi ? Et ça, c'est très intéressant. Il va s'appuyer sur une reconquête. Et cette reconquête, il va falloir la mener. Et la mener quand ? Et c'est la deuxième phase de l'histoire byzantine qui commence à partir de 843, la fête de l'iconoclasme, et qui va, on peut aller jusqu'à 1054, si l'on veut, cette haute grande période de l'Empire byzantin, qui est celle de la dynastie macédonienne, qui est considérée comme certainement l'apogée, cette fois-ci, du monde byzantin. Et qui voit la reconquête notamment d'une bonne partie de la Syrie. Byzance est à nouveau à l'offensive, mais tout cela va être arrêté par l'irruption des Turcs en Asie mineure. Les Turcs en Asie mineure, d'une part, 1071, et puis les croisades, 1099. Qui ont un effet terrible. Les premières croisades ne vont pas affaiblir véritablement. Attendre la quatrième. C'est la quatrième en 1204. Voilà. Qui est un désastre de ce point de vue-là. Alors là, je voudrais simplement sur la période, parce que c'est très important, la période macédonienne, l'apogée de Byzance. Ce qui est très intéressant, c'est que va-t-il se passer ? On peut dire que c'est en 843
que j'appellerais Byzance trouve sa véritable définition, sa véritable base civilisationnelle. Alors, sur quoi repose-t-elle? Elle repose sur deux éléments qu'il importe de bien maîtriser. Premier élément, les Byzantins acceptent le double héritage dont ils sont désormais porteurs, à savoir l'héritage hellénique de l'Antiquité et l'héritage chrétien qui ne sont plus contradictoires et qui a constamment créé dans la période antérieure des zones de conflit et d'affrontement. Désormais, Byzance est porteuse d'une vraie civilisation qui repose sur la langue grecque et qui repose sur la foi chrétienne. Et ces deux bases vont lui permettre de se développer. Se développer dans quelle direction? Bien, se développer d'abord dans la péninsule balkanique, où ils vont faire la reconquête de la péninsule balkanique, qui avait été à partir du 7e siècle envahie jusqu'au Péloponnèse par les Slaves, qui s'étaient installés dans les fonds de vallée, les fameuses Sclavinies, et qui développaient leur langue, qui vont être reconquises au cours des 8e, 9e et 10e siècles. Et donc là, il y a une réhellénisation de la péninsule balkanique jusqu'au niveau du lac d'Okride. Et pour la partie ultérieure, eh bien, les Byzantins reconnaissent la légitimité des langues slaves. Et ils vont, pour ce faire, travailler à doter les langues slaves d'un alphabet que ceux-ci n'avaient pas, et ce sont Cyril et Méthode, deux moines, Cyril et Méthode, fils d'un dignitaire de l'Empire byzantin, que l'empereur Michel III sollicite pour pour doter les Slaves d'un alphabet capable de traduire leur langue. Ainsi va naître, dans les années 860, ce qu'on appelle l'alphabet glagolitique. Glagolitique. Ça vient de quel mot? Du mot glagol en russe qui signifie le verbe. Et c'est l'alphabet glagolitique qui va connaître une expansion importante chez les Bulgares, notamment, et dans la grande Bulgarie de l'époque, puisque c'est autour du lac d'Okride que cela va permettre la conversion du tsar Boris, qui va prendre le nom de Boris Michel de Bulgarie, qui va entrer dans l'oïkouménée byzantine, c'est-à-dire dans l'espace de civilisation dont les deux piliers sont le patriarche de Constantinople et l'empereur de Constantinople. Eh bien, c'est par cette langue. Et un siècle plus tard, dans les années 950-960, cette fois-ci à Prespa, toujours dans le monde bulgare, mais cette fois-ci beaucoup plus à l'est, va être inventée une autre langue, va être inventé un autre alphabet, l'alphabet cyrillique, cette fois-ci, qui lui va connaître un fantastique développement en direction des Slaves de l'Est, c'est-à-dire des Russes. Les Russes n'ont aucun document en glagolite, ils n'ont des documents qu'en cyrillique. Et donc c'est la partie cyrillique qui va être donnée. Et c'est très, très différent. C'est très différent. Ce sont deux alphabets totalement différents et qui sont très intéressants. L'alphabet glagolitique a connu une grande expansion jusqu'au 19e siècle. Chez les Croates, on a retrouvé dans l'île de Kirk une machine à écrire avec l'alphabet glagolitique. Et au moment, à partir de 91, au moment où va se décomposer, les murs vont tomber, après la guerre de 99-2000 en Yougoslavie, quand la Yougoslavie va se déchirer, eh bien, les Croates ont à un moment eu envie de reconstituer, de réutiliser l'alphabet glagolitique. Il est là. Et les manuscrits glagolitiques sont aujourd'hui conservés à beaucoup d'entre eux. Et vous arrivez à lire cet alphabet-là? Alors moi je lis les deux alphabets slaves, le glagolite et le cyrillique. Et le cyrillique, ça sera au contraire celui des Russes. Alors vous voyez que c'est extrêmement important. Alors ce qui est très important, c'est que cette période qui va de 730 à 843 à 1015, qu'est-ce qui c'est cette période? Bien, c'est cette période qui voit se développer de façon phénoménale l'Empire byzantin, qui va
créer un espace politique et religieux unifié autour de Constantinople, du patriarche d'un côté et de l'empereur de l'autre. Et il est intéressant de noter que pour tout le reste de l'histoire de ces régions slaves qui font partie de l'Empire byzantin, beaucoup ont voulu usurper ou le titre impérial, ça a été le cas des Bulgares, ça a été le cas des Serbes, ou le titre patriarcal. Un seul pays, une seule culture n'a jamais revendiqué ni le titre de patriarche, ni le titre impérial, et donc est constamment resté dans l'unité de l'oïkouménie byzantine, c'est la Russie. Ah. La Russie, elle, est toujours restée à l'intérieur de l'espace de l'oïkouménie byzantine. Le premier tsar, Ivan le Terrible, ne sera, vous le savez, couronné tsar qu'en 1547, c'est-à-dire plus d'un siècle après la disparition de Constantinople, et le métropolite de Moscou ne sera fait patriarche encore un peu plus tard. Ce qui s'inscrit dans le contexte de la proclamation de la Russie comme troisième Rome, prenant en compte en quelque sorte la disparition de Constantinople. C'est tout à fait cette logique qui a perduré. Alors elle a perduré et elle s'est développée. Pourquoi? Quelle est la thématique, si vous voulez, de cette idéologie? Moskva triété Rimes et Tchedvernomuniet. La troisième Rome est debout et de quatrième il n'y aura pas. Alors cette phrase célèbre émane d'un moine du monastère, le moine Philoté du monastère Éléazar de Pskov, qui a été probablement prononcé et envoyé à Vassili III, le père d'Ivan IV. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Ivan III, Ivan le Grand, comme on l'appelle, Ivan Veliki, celui qui a véritablement rassemblé les terres russes. C'est pas le Terrible. Non, c'est l'autre. Plus du tout. Non, avant. C'est son grand-père. C'est son grand-père. C'est avant. Et qui va rassembler les terres russes. Eh bien, Ivan III s'était adressé à Constantinople. Et pour demander l'accession notamment d'un patriarcat. Et on lui avait dit, mais tant qu'il y a le patriarche de Constantinople, vous n'avez pas besoin d'un patriarche, et tant qu'il y a un empereur, vous n'avez pas besoin d'un empereur. Et on avait arrêté le débat. Mais cette idée, qui est très importante, et c'est là qu'il faut bien comprendre le problème, c'est que pour les orthodoxes, et pour le monde chrétien oriental, il ne peut pas y avoir d'église sans un pouvoir politique. Et que le bien commun, le koinon agathon, qui doit être dispensé aux populations dont on a la charge, ce koinon agathon repose sur quoi? Il repose sur la capacité des deux pouvoirs à s'exprimer d'une même voix. Le politique et le religieux. Et comment obtient-on à cette discussion? Eh bien, par un problème simple, on y arrive par l'oikonomia, c'est-à-dire par le dialogue. Et donc, dans cette logique, vous le voyez, le bien commun repose sur l'alliance sans confusion du politique et du religieux, qui doivent contribuer l'un et l'autre à donner à chacun sa place dans la société pour le bien commun auquel doit tendre le politique et auquel doit conduire le religieux. Ce qui donne une toute autre définition, vous le comprenez, de la laïcité. Voilà, oui, nous sommes là dans l'héritage du césaropapisme byzantin. Merci Jean-Pierre Arignon pour ces éclairages. Une toute petite pensée pour Jean Ferré, que nos auditeurs connaissaient bien, créateur de Radio Courtoisie, qui était né un 29 mai, et qui est la chute, la date évidemment, la chute de Constantinople, et il disait toujours qu'il était né un jour terrible pour la civilisation. Voilà, on est d'accord. Merci chers amis, merci Jean-Pierre Arignon.